Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs membres de la Commission spéciale, merci de votre accueil ici aujourd'hui. Alors nous avons constaté qu'un très grand nombre d'élus se déclarent expressément opposés à la gestation pour autrui. Nous nous en réjouissons. Mais que pour un certain nombre d'entre eux, ils se déclarent néanmoins plutôt favorables à la dérégulation de l'assistance médicale à la procréation. Or, si l'on veut vraiment éviter la légalisation de la GPA lors de la prochaine révision de la loi bioéthique vers 2025, le maintien de l'encadrement actuel de l'AMP est incontournable. Je m'explique. Premièrement, ouvrir l'AMP dans un contexte qui prive sciemment des enfants de père pour toujours, c'est accepter d'effacer délibérément l'un des parents de l'enfant. C'est dire qu'il ne naît que d'un géniteur qui n'aurait pas d'importance pour lui, pas d'importance pour se construire. Si l'on dit aujourd'hui qu'un enfant peut bien se passer de père, parce que telle est la volonté de certains adultes, on dira évidemment demain que l'enfant peut bien se passer de mère, si telle est la volonté de certains adultes. Deuxièmement, légitimer l'accès à l'AMP pour des personnes a priori fécondes au motif d'un projet parental, article 1 du projet de loi, prépare aussi les conditions de la GPA. Des couples hommes-femmes pour lesquels l'AMP n'est pas une solution, des hommes seuls ou des couples d'hommes peuvent avoir eux aussi un projet parental. Troisièmement, inscrire deux mères sur l'acte de naissance d'un enfant, c'est considérer qu'entre les deux femmes, il n'y aurait aucune différence entre celle qu'il a attendue et mise au monde et sa conjointe, la belle-mère de l'enfant en somme. C'est faire comme si la maternité n'était rien dans la vie de la femme. C'est nier une réalité que toute mère ressent puissamment dans son corps, son psychisme, etc., et bien au-delà de la grossesse et de la naissance. Mais donc si la grossesse et l'accouchement ne sont rien, alors, à l'inverse, une femme qui a été enceinte et qui a accouché pourrait aussi bien ne pas être considérée comme mère. C'est en l'occurrence le principe de la pratique des mères porteuses, que d'ailleurs les militants pro-GPA voudraient nommer femmes porteuses et non pas mères porteuses. Pour eux, elles ne sont pas mères. Quatrième point, si l'on entérine le principe d'une mère sociale pour la conjointe d'un enfant né par AMP, on ne pourra alors que reconnaître la mère sociale d'un enfant né par GPA. C'est là encore le principe même de la gestation pour autrui. En effet, dans les deux cas, AMP ou GPA, AMP sans père et GPA, il y a eu un projet parental. Dans les deux cas, ces mères sociales sont conjointes d'un parent biologique. Dans les deux cas, elles élèvent l'enfant. Et dans les deux cas, on dira qu'il faut sécuriser la filiation de l'enfant dans son intérêt, ce qui consiste en fait à lui créer une filiation invraisemblable, c'est-à-dire en clair à démolir la filiation. Un comble. En fait, on l'entend même déjà pour la GPA, je dis demain, mais c'est déjà le cas. Vous savez bien. Alors ça passe pour le moment par les tribunaux, pas encore dans votre hémicycle, pour le moment. Ainsi, la filiation sociale introduite avec l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules prépare également les conditions de la gestation pour autrui. Cinquième point, les femmes seules et les couples de femmes sont dans une situation différente des couples hommes-femmes au regard de la procréation. Mais des militants ne cessent de dire que par souci d'égalité entre les uns et les autres, il faut étendre l'accès à l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Ce qui est faux, je le souligne, comme l'ont souligné le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, rien de moins. Et donc, malgré la différence de situation entre les uns et les autres, on avance néanmoins vers l'AMP sans père, pour les femmes sans partenaire masculin. Et en même temps, si je puis dire, Agnès Buzyn et Nicole Belloubet nous déclarent qu'on n'ouvrira pas la GPA parce que la situation des hommes est différente de la situation des femmes au regard de la procréation. Et en même temps,
Donc aujourd'hui, on oublie, on met de côté la différence au regard de la procréation entre les couples de femmes, les femmes seules et les couples hommes-femmes. Mais demain, évidemment, on oubliera aussi, on mettra de côté cette différence entre les hommes et les femmes qu'on invoque aujourd'hui, pour prétendre que la GPA ne passera pas demain. Bientôt, médiatiquement et politiquement, on parlera bien sûr aussi d'un motif d'égalité pour la GPA. 6e point, ouvrir l'AMP sans motif médical, Caroline Roux l'a dit, c'est détourner la médecine de sa finalité. Une fois celle-ci devenue prestation de service pour réaliser le projet parental de femmes seules et de couples de femmes, mais que dira-t-on aux couples hommes-femmes qui ont un problème lié à un problème d'utérus que la simple AMP ne peut résoudre? Que dira-t-on aux conjointes, aux veuves dont l'époux, le conjoint, le compagnon est décédé et dont on a gardé le sperme? Que dira-t-on aux hommes seuls et aux couples d'hommes? Hélas, si vous validez le principe de détournement de la médecine, si vous validez le principe, le fait de priver volontairement des enfants de père, qu'est-ce qui ensuite pourra bien tenir, faire tenir sur une route qui ne conduirait pas à la GPA? 7e point, ouvrir l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes, c'est ouvrir la France à la marchandisation humaine, d'ores et déjà. Tous les pays qui ont étendu l'AMP au-delà des cas pathologiques se sont mis soit à rémunérer les hommes pour qu'ils fournissent leurs gamètes, soit à acheter aux pays qui payent les hommes. Le Danemark vend à la Grande-Bretagne et à la Belgique, c'est bien connu désormais. Alors certains parlent de campagnes d'appel à dons, comme le CCNE, mais les campagnes d'appel à dons, et le professeur Israël Nizan le développait hier dans une tribune dans le Figaro, les campagnes d'appel à dons ne marchent pas, ne marchent d'ailleurs dans aucun pays. Aucun pays, quand c'est gratuit, n'arrive à couvrir les besoins pour les couples souffrant d'une pathologie et donc rentrent tous, comme je le disais, dans le commerce des gamètes avec l'AMP dite pour toutes. Et donc étendre l'AMP, c'est déjà ouvrir la marchandisation humaine. Ça n'est pas avec la GPA que cela viendrait, ce serait d'ores et déjà là. 8e point, avant d'en finir, l'AMP sans motif médical, de même que l'autoconservation des gamètes sans condition médicale, est une technicisation excessive, outrancière de la procréation, dès lors que les personnes concernées ne souffrent pas de pathologie de la fertilité. C'est une évolution, une dérégulation, une incitation qui va démultiplier considérablement le recours à l'AMP. La procréation sans sexe pour tous, en effet, comme disait M. Touraine. Business international, technicisation, tout cela est contraire à l'état d'esprit écologique dont se réclame le président, le gouvernement, la République en marche. Nous avons fait n'importe quoi pour la planète, la faune et la flore, et nous ne parvenons plus à stopper nos dérives. Ne faisons pas de même avec la procréation humaine. Or, si nous ouvrons l'AMP au-delà des cas liés à une pathologie, nous irons sur le chemin de la GPA qui, elle, sera évidemment encore davantage anti-écologique. Alors, je le sais bien, évidemment, il y a un aspect qui fait partie de la gestation pour autrui, mais pas de l'AMP. C'est l'allocation de femmes, en effet. Mais d'abord, vous voyez bien que si l'AMP sans père est légalisée, tout sera prêt pour que la GPA soit légalisée lors de la révision de la loi de bioéthique suivante. Il ne restera qu'à s'habituer à utiliser des femmes comme incubatrices pour tel ou tel qui veut un enfant. Il suffira de dire et de répéter pendant quelques années que c'est altruiste, que c'est généreux. On l'entend déjà largement. Nous en sommes presque déjà à croire qu'on peut effacer le père d'un enfant. Ce serait même 2000 enfants chaque année, d'après les estimations d'Agnès Buzyn sur la PMA dite pour toutes. En réalité, la gestation pour autrui est déjà sur la scène. Vous le savez, elle est dans les séries télévisées, elle est au cinéma, elle a déjà fait l'objet de propositions de loi et d'amendements. Elle est en outre littéralement déjà reconnue par la France dès lors que nos concitoyens vont à l'étranger, comme si la dignité des femmes ne devait être respectée que sur notre territoire. La Cour de cassation, suivie au mois de novembre par la Cour d'appel de Rennes, a ainsi reconnu d'ores et déjà
la filiation sociale d'un certain nombre de conjoints de pères biologiques d'un enfant né de GPA à l'étranger. Alors pour conclure, la déréglementation de l'AMP met en place le dispositif pour la légalisation de la GPA. Tout y est. Droit de l'enfant piétiné, déni de ce que sont la paternité et la maternité, création de la filiation sociale, détournement de la médecine, technicisation à outrance de la procréation, marchandisation humaine, et j'ajoute, contexte idéologique. Certes, le Premier ministre nous a dit que la GPA ne serait pas légalisée, mais sa phrase se terminait par « sous ce quinquennat ». Voilà, je sais, nous savons, et nous sommes bien placés pour le savoir, qu'il faut du courage pour résister à ce véritable tsunami de pression, de désir, certes bien compréhensible, mais pour les générations à venir, nous ne pouvons pas franchir cette ligne rouge de la PMA sans père, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre écoute et Anaïs Doineau va nous parler quelques instants de cette expérience de l'absence de père. Nous savons que trop peu de personnes concernées ont été auditionnées du côté de l'Assemblée nationale et sont entendues dans les médias sur cette expérience qui est au cœur de notre sujet. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je m'appelle Anaïs Doineau, j'ai 20 ans et depuis mes 3 mois, je n'ai pas eu mon père. Alors autant dire que je n'en ai pas eu, parce que je n'en ai même pas eu à souffrir la séparation ou le deuil. Je n'ai connu que ça. C'est habituel pour moi de ne pas avoir de père. Et pourtant, je peux vous dire que l'absence d'un père est un manque profond dans la construction et l'existence d'une jeune fille. Que diraient de moi les études anglo-saxonnes sur lesquelles le débat se fonde? Parce que je fais de brillantes études, j'ai des amis, je chante, je ris, j'écris, je ne suis ni hystérique, ni névrosée, je n'ai pas fait de dépression ni de tentative de suicide. Alors quoi? Tout va bien? Oui et non. Oui, parce que je fais avec, parce que je porte cette béance intime, parce que je me suis perdue. Ce vide affectif, je le traîne, et ce vide affectif qui aurait dû être comblé par un père, je le supporte, et ça tant bien que mal. Et aussi cette absence d'altérité originelle et unique, qui est très différente de celle entre hommes-femmes qu'entre père et fille, je l'accepte et je le porte, tant bien que mal. Et pourtant, non, parce que je porte ma croix. Parce que je porte ma croix habituelle, si habituelle que je pourrais même être tentée de l'ignorer. Mesdames, messieurs, je n'ai jamais eu mon père et pourtant, je ne pourrai jamais le remplacer, alors même que tout mon être ne cesse de le chercher dans les bras, dans les mots, sous les yeux, les bravos et l'affection, l'admiration de tous les hommes. J'ai grandi seule avec ma mère, dans une famille soudée, aimante, équilibrée. J'ai été choyée, bien éduquée, mais avec tout cela, on ne remplace tout de même pas un père. Ça n'a rien remplacé en fait. Et la souffrance indicible, elle est bien là. Dans mon cœur de femme, il manque cette ouverture décisive à l'altérité, rassurante, apaisée. Il y a cette place capitale qu'aurait comblé un père. Il y a cette place capitale qui reste néanmoins vide. Et je passerai ma vie à devoir accepter de ne pas avoir le droit d'avoir un père. La faute à la vie, c'est ça que je me dis. Mesdames, Messieurs, maintenant je me mets dans la peau d'un enfant issu d'AMP sans père. Et je me dis, comme tous les enfants sans père, pourquoi, moi, n'ai-je pas le droit d'avoir un père? Et l'on me dit que c'est que ma mère l'a voulu. Est-ce que vous mesurez les conséquences d'une telle situation sur le cœur d'un enfant, lui qui déjà est privé de père, mais qui est aussi privé du droit de s'en désoler, car il est tenaillé entre son amour et sa culpabilité face à sa mère, qui est l'auteur de son inconfort affectif? Madame, Monsieur, au nom de tous les sans-pères,
Je veux vous dire que vous êtes responsables de ces futurs orphelins que la République envisage de créer. Alors moi, avec ce que je suis, avec ce que je vis, je vous demande de courageusement vous y opposer. Je vous remercie.